localités du pays. Touba a été bien arrosé. Ngiranen patauge, plus de 200 maisons submergées. Pape Mbaye Diaw. Valises, matelas et des lits chargés sur des charrettes, ces populations du quartier Ngiranen quittent leur domicile à cause des eaux pluviales. Plus de 200 maisons sont submergées par les eaux de pluie. La situation est plus critique cette année. Plus de 200 maisons sont envahies par les eaux. On ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Dans cette maison pleine d'eau, les résidents s'activent pour évacuer les enfants et les personnes âgées à bord d'une charrette hors du quartier. Depuis 4 ans, on n'a pas passé le Mangal chez nous, mais quand on a vu les gens installer des caniveaux, on espérait célébrer l'événement religieux dans le quartier. Je suis obligé de déménager dans un autre quartier. Selon ces sinistrés, les travaux d'assainissement inachevés sont à l'origine de leur calvaire. Les travaux des caniveaux ne sont pas encore terminés et c'est pourquoi toutes les eaux pluviales de Touba se déversent dans le quartier. Ces canalisations n'ont rien servi, elles ne font qu'empirer la situation. Au quartier Ngiranen, plus de 200 maisons sont envahies par les eaux. Dans le désarroi, les populations soutiennent que les travaux d'assainissement censés résoudre les problèmes sont devenus la cause principale des inondations dans le quartier. RFM Touba, Pape Mbaye Diaw. La météo annonce d'autres précipitations cet après-midi dans des localités comme Dakar. Toutefois, une accalmie est attendue à partir de demain samedi. Les explications de Pape Ngoundiaye, ingénieur prévisionniste. Pour les perspectives de la journée d'aujourd'hui, c'est des quantités qui seront un peu plus marquées, des pluies qui vont se maintenir pratiquement sur les localités chutantes à l'envers le littoral au courant de la journée d'aujourd'hui. Pendant l'après-midi d'aujourd'hui à l'envers la nuit, on aura des orages et pluies au sud du pays, un peu vers le centre et au niveau du littoral. À Dakar, des averses sont attendues au courant de l'après-midi à l'envers le début de la soirée. À partir de demain, par contre, c'est des pluies qui seront essentiellement notées au niveau des localités sud avec un temps stable sur la quasi-totalité des régions nord, centre et un peu vers le littoral samedi et dimanche. Donc c'est un week-end qui risque d'être stable sur une bonne partie du pays à l'exception des localités sud du Sénégal. Pape Ngoundiaye, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, la gestion de l'eau au Sénégal, de l'eau potable bien sûr. Le Forum social sénégalais dénonce une nébuleuse et demande au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de publier les contrats liés à l'eau et de mettre en place une autorité de régulation et de constitutionnaliser le droit à l'accès à l'eau qui reste un code. Le Forum social sénégalais prévoit d'ailleurs une marche avec toutes les forces vives de la nation dans les jours à venir. Vous aurez Mamadou Mignan Diouf dans notre édition de 13h qui vous sera présentée par Eladji Ndiogou Diène. Le mal-vivre des habitants du quartier Médina Marmiyal, nous sommes à Saint-Louis. Ils sont envahis par des eaux usées et la situation dure depuis 4 ans maintenant. Les habitants indexent la dégradation du réseau d'évacuation. Ousseynou Diop y a fait un tour. Depuis 4 ans, les eaux usées refoulent au cœur du quartier de Médina Marmiyal, situé à quelques mètres du grand bras du fleuve Sénégal. L'unique route du quartier de Médina Marmiyal est impraticable. Ablaye Fall habite dans ce quartier. Parce qu'on ne peut pas laisser ces eaux-là ici, avec tout ce que ça comporte comme danger. Il y a les enfants qui y passent, il y a les mamans qui y passent, il y a les vieux qui y passent. Donc nous, on est obligés, avec nos maigres moyens, d'essayer de transporter cette eau-là. Les populations de Médina Marmiyal sont très fatiguées. Elles veulent des solutions dans l'urgence après plusieurs manifestations sans solution pérenne. Nous avons retrouvé Marfal devant sa maison à quelques mètres des eaux usées. C'est un problème aussi de santé publique parce qu'ils sont en train de négliger une situation qui peut quand même déboucher sur d'autres situations beaucoup plus calamiteuses. Donc moi je pense que quand même les autorités doivent être regardantes et agir au plus vite. Les populations ont aussi invité les autorités locales à réagir pour satisfaire ces doléances vieilles de plusieurs années. Donc, il n'y a pas de solution qui a été proposée ni trouvée par les autorités. Donc tout ce qui est fait pour la gestion de ces eaux-là, c'est au niveau de la population. Donc c'est la population qui s'organise. À Médina, les habitants vivent une situation déplorable. Depuis 4 ans, les eaux usées hantent le sommeil des habitants. Ousseynou Saint-Louis, RFM. Les précisions du chef du service de l'Office national de l'assainissement sur cette situation qui prévaut à Médina Marmiyal, Serigne Mbaye Sy Thiam, indexe le manque d'entretien du réseau et promet des solutions, mais ce sera après l'hivernage, dit-il. Le voici.
Présentement, à Saint-Louis, nous avons 150 km de réseau usés sur le périmètre communal de la ville. Je dis bien, seul le quartier de Médina Marmial dispose du semi-collectif. Ce réseau semi-collectif est assujetti, dans un premier temps, à la mise en place de fosses septiques, qui est une partie intégrante du dispositif. De ce fait, les fosses, normalement, devraient être entretenues après chaque 2 ans d'utilisation, afin d'extraire la boue des fosses pour une utilisation optimale. Malheureusement, ce qui n'est pas actuellement le cas à Médina Marmial. Un tel cas entraîne un dysfonctionnement du réseau, avec, par exemple, l'introduction de la boue dans le réseau semi-collectif en diamètre 160. Pire encore, après chaque pluie, pendant l'hivernage, une partie de la population sollicite le réseau semi-collectif pour l'évacuation des eaux de pluie, ce qui favorise l'introduction de matières solides. Ce réseau est strictement dédié à l'assainissement des eaux usées du quartier de Médina Marmial. Serigne Mbaye Sy Thiam, le chef du service de l'Office national de l'assainissement, qui se prononçait donc sur cette situation qui prévaut à Médina, c'est à Saint-Louis. Le plan Jaxaay, les logements communément appelés Oubi-Dëkk, encore occupés de façon illégale par des non-ayants droit. Donc, alors que ces bâtiments étaient destinés aux sinistrés de Pikine et Guédiawaye lors des fortes inondations de 2005. C'était sous Abdoulaye Wade. Les 386 familles sinistrées qui n'ont toujours pas bénéficié de ces logements tirent la sonnette d'alarme et interpellent les nouvelles autorités. Aminata Ba. Les sinistrés du plan Jaxaay sont désemparés. Depuis jeudi dernier, des familles occupent encore de façon illégale les maisons inachevées qui leur sont destinées. Et l'âge Kanouté porte leur parole. Avant-hier, après que les Oubi-Dëkk de la cité Marième Faye Sall de Lac-Rose aient été déguerpis, aujourd'hui on se lève, on trouve que ces maisons ont été occupées par des personnes qui viennent donner ces doux. Et ça, notre problème. On a été voir la police, on a été voir le sous-préfet de Jaxaay. Maintenant, on ne sait plus quoi faire. On ne sait pas si on doit nous battre avec ces gens-là ou bien on doit attendre que l'État le fasse à notre place pour les sortir. Il y a aussi la HNSLM qui vend les terrains. Il y a aussi des délégués de quartier de nos anciens quartiers-là qui sont véreux, qui vendent aussi les terrains. 386 familles parmi les victimes des inondations de 2005 à Pikine et à Guédiawaye ne sont toujours pas recasées. Ils disent avoir exposé leurs problèmes partout, même auprès des autorités, mais jusque-là, aucune suite favorable n'a été donnée à leur démarche. Les banlieues de Pikine et Guédiawaye, il y en avait 386 qui n'avaient pas encore reçu leur logement. Depuis lors, nous courons derrière nos logements. Jusqu'à présent, le projet Palladiane n'est pas achevé. On a rencontré toutes les autorités qu'on imaginait pouvoir régler notre problème. Mais jusqu'à présent, c'est le statu quo. Nous sommes au bout de notre patience. 2005 à 2024, c'est 18 ans. 18 ans à attendre. Sortir ces Oubi-Dëkk et de récupérer nous-mêmes nos demeures. Parce que l'État ne fait rien. Ces sinistrés veulent que les autorités prennent leurs responsabilités et règlent ce problème qui a perduré pour éviter des tensions dans la cité plan Jaxaay. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Tensions, il y en a eu. Et même des affrontements aux alentours de la Falémé. C'était en fin de week-end, en fin de semaine dernière. Affrontements entre les forces de l'ordre et les populations qui s'opposent à l'implantation d'une usine chinoise dans la zone. Le député maire de Bembou en sapeur-pompier, donc il a initié une mission de médiation. Ibrahima Diabakhate. La tension est toujours perceptible au village de Satadougou 5 jours après les affrontements survenus entre les forces de défense et de sécurité et les populations riveraines de la Falémé. En effet, le 14 juillet dernier, des responsables d'une société minière chinoise de la place ont voulu implanter leur matériel aux alentours du village. C'était sans compter avec la détermination de la population qui s'est opposée farouchement. Au cours de ces affrontements, 10 personnes avaient été interpellées puis libérées au terme d'une garde à vue de 112 heures à la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya. Une mission de médiation conduite par le député maire de Bembou s'est rendue à Satadougou pour arrondir les angles. Madi Damfakha. Alors nous les avons bien compris, nous les avons d'abord écoutés et bien compris et nous leur avons rassuré par rapport à ça que leurs doléances seront transmises à qui de droit. Alors c'est ce que nous avons fait. L'adjoint au sous-préfet donc de Bembou a fait un compte rendu exhaustif au préfet du département qui a aussi à son tour informé les autorités étatiques, ainsi de suite. Et nous avons aujourd'hui, depuis hier, nous avons eu écho, tout simplement qu'il y a eu donc un projet de décret, n'est-ce pas, qui a été donc adopté par rapport à ça. C'est l'interdiction des activités minières le long de la Falémé. Malgré ces assurances, les populations de Satadougou n'entendent pas céder ces mouvements, leurs forêts sacrées où reposent leurs
arrière-grands-parents. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Oui, le député maire de Bembou l'a dit hier en Conseil des ministres. Il a été adopté donc un projet de décret portant interdiction des activités minières dans les zones du fleuve Falémé, tout comme l'octroi des permis d'exploitation. La société civile et les défenseurs de l'environnement se réjouissent de cette décision. Gimba Diallo, le coordonnateur du Forum civil, section Kédougou. Vraiment, nous nous en réjouissons. Parce qu'en vérité, la Falémé avait été pratiquement détruite, si on peut parler. C'est un écosystème avec l'utilisation de produits qui étaient très lourds, à savoir le mercure. Donc, ce qui fait qu'en réalité, il n'y avait plus possibilité même que les gens puissent vivre de ces eaux. À niveau soit menant l'agriculture ou peut-être même l'élevage, parce que c'était vraiment devenu un problème pour ces populations. Et en certains moments, tellement le lit du fleuve a été détruit, les gens avaient même peur que certains villages puissent vraiment être déguerpis et quand il y aura vraiment la saison avec la crue qu'il pourrait y avoir. Donc c'est une mesure que nous saluons et nous pensons que les nouvelles autorités, en tout cas, elles cherchent vraiment à appliquer ce qu'elles ont décidé de faire. C'est pourquoi Birame Souleye, lorsqu'il était venu, je dis que pour le moment, sa décision, il y a une certaine rupture par rapport à ce qui s'est passé avant, parce qu'ils disaient qu'ils allaient réagir et déjà ce sont les premières réactions et nous nous en réjouissons et nous nous en félicitons. Et je pense que ce sera un ouf de soulagement que pousseront les populations riveraines et qui étaient en réel danger par rapport à cette exploitation. Et l'octroi des permis, mettre de l'ordre dans ce qui, je pense, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose également. Ces gens venaient vraiment exploiter d'une façon dans le désordre le lit du fleuve et ces autorités ne pouvaient vraiment rien par rapport à ces gens-là. Nous encourageons ces nouvelles autorités à vraiment appliquer les décisions qu'elles vont prendre. Gimba Diallo, le coordonnateur du Forum civil, section Kédougou. Bignona, les langues se délient encore sur l'affaire de la forêt classée de Niamone à la suite du collectif pour la préservation de la dite forêt qui demande au procureur de la République d'élargir l'enquête sur le découpage et la cession de parcelles à usage d'habitation sur le domaine de cette forêt de Niamone. Je rappelle qu'environ 5 personnes ont été auditionnées sur cette affaire. Eh bien, le maire de la commune de Niamone, à son tour, a pris la parole pour déplorer la réaction qu'il juge tardive des autorités sur cette affaire qui avait même suscité une manifestation des populations. Le conseil municipal, rappelle le maire, a alerté à plusieurs reprises sans être entendu. Atab Badji, au micro de Lamine Ba, il se dit ouvert à une déclassification de la forêt de Niamone. Si on est arrivé à ce stade, c'est parce que les gens ont beaucoup regardé faire. Ceux qui devaient prendre leurs responsabilités pour agir pendant qu'il était temps ne l'ont pas fait. Et ils ont attendu la situation pourrir pour après agir. Maintenant, le dossier étant entre les mains de la justice, par respect quand même à notre justice, je voudrais ne pas me prononcer si vous me le permettez quand même. C'est cette proposition qu'on a faite. C'est une forêt mais qui a en réalité été agressée et qui n'existe plus. Et à la place, on voit des maisons qui poussent de partout. Avant qu'il ne soit tard, qu'on organise ces habitations, qu'on déclasse. Nous, on a décidé au niveau du conseil municipal. Nous sommes prêts à donner une partie dans la forêt de Niamone, qu'elle soit classée, forêt classée, et que nous permette de classer cette forêt-là au profit des populations. Mais on ne demande pas aux gens. En tout cas, si cela devrait être fait, moi je pense que ce problème, on doit le gérer avec toute la rigueur qu'il faut. Qu'on restitue à Niamone ce qui appartient à Niamone. Atab Badji, le maire de la commune de Niamone, midi 16 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Santé à présent, Médina Yoro Fula, plus de prestations gratuites au niveau des structures sanitaires du département. Et c'est à cause de la dette de 16 millions de francs CFA que la mutuelle de santé départementale doit au centre de santé. Abdoulaye Diallo. Un bon impayé de plus de 16 millions de francs CFA que la mutuelle de santé départementale doit au centre de santé de Médina Yoro Fula est en train de compromettre la santé publique des populations dans cette partie du pays. Les patients ont du mal à y avoir des soins. Hamadou Mbalo, membre du comité de santé de la commune de Koulinto, livre les détails de cette situation. Il y a un problème actuellement qui se vit dans le département de Médina Yoro Fula. Depuis le 1er juillet, le district sanitaire a mis fin à toutes les prestations au niveau des postes de santé. Cela est dû à quoi? Depuis 6 mois, la mutuelle départementale n'a pas remboursé les dettes qu'elle doit au centre de santé de Médina Yoro Fula. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations souffrent énormément parce que les enfants de 0 à 5 ans
et les femmes enceintes qui avaient l'habitude d'avoir ces prestations gratuitement n'ont pas pu aujourd'hui avoir accès à ces soins dans les différents postes. Une situation qui intervient en pleine saison des pluies, période pendant laquelle l'on note une floraison de maladies hivernales. Surtout, qui connaît maintenant, c'est qu'actuellement, nous avons un problème de moyens financiers et même des moyens aussi pour se déplacer. Il demande de l'aide aux autorités. Je demandais à l'État, en tout cas, de rembourser cette dette-là au niveau du district sanitaire de Médina Yoro Foulah. Le centre de santé de Médina Yoro Foulah, dont les recettes mensuelles atteignent difficilement 4 millions de francs CFA. Cette structure sanitaire doit à la pharmacie régionale d'approvisionnement un bon de plus de 12 millions en médicaments. Face à cette situation, ils ont jugé utile d'observer un arrêt temporaire de toute prestation de services relative à la mutuelle de santé départementale. RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, je vous l'annonçais en titre, l'association sénégalaise des gynécologues obstétriciens qui organise son 15e congrès. Les travaux ont démarré depuis hier. Occasion pour RFM pour faire donc le point sur l'accès aux soins en matière de gynécologie. Beaucoup de disparités entre les villes et les zones rurales. C'est le cas entre Mbour-Ville et Sessène, une zone rurale toujours dans le même département. Ndeye Dieng. Léonie Sarr trouve tout à fait normal, voire obligatoire, qu'une femme consulte régulièrement un gynécologue. C'est ce qu'il fait pour veiller à sa santé. Je conseille à toute autre femme de faire pareil, parce qu'il y en a qui ne le font pas. C'est une question d'hygiène. Sa collègue de travail, Aïcha Ndiaïdja, est fréquente chez son gynécologue à l'hôpital Grand-Bourg. Pour elle, dans la Petite Côte, on ne parle pas d'inaccessibilité des gynécologues, mais de délai d'attente long après prise de rendez-vous. Pour avoir accès, il faut d'abord voir le secrétaire qui te fixe un rendez-vous. Donc ça peut être proche comme ça peut être loin, c'est par rapport à la demande. Mais seulement, c'est l'information qui fait défaut. La population n'est pas consciente qu'on doit aller voir les gynécologues comme on contrôle les tensions et tout. Cependant, dans certains villages du département de Mbour, vivent des femmes qui n'ont pas accès aux gynécologues. C'est le cas à Ndiassane Djiguiam, Sao, Ndiadjen ou encore Ndjomar, village de Alifaï. Ils se soignent tous dans le centre de santé de Tchadjaï ou bien au poste de santé de Sessène. Elle vient périodiquement, mais elle n'est pas de manière permanente sur les lieux. C'est pourquoi s'il y a consultation, il y a beaucoup de femmes. Moi-même, ma femme était partie 2 ou 3 fois sans voir un gynécologue. Il y a une gynécologue qui est privée, qui est à Tchadjaï, qui consulte de manière privée. Et là, si tu n'as pas les moyens, vous ne pouvez pas se faire consulter par ce gynécologue. Ces femmes donc font recours à des astuces traditionnelles car n'ayant pas les moyens parfois de se déplacer en ville pour se faire consulter. Ndeye Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Ndeye Dieng, merci. Le 15e congrès donc de l'ASGO, l'Association sénégalaise de gynécologie, se poursuit. Éducation à présent, nous parlons des examens ou de l'examen du BFM. Les candidats en pleine préparation pour affronter les épreuves qui débutent le 22 juillet, lundi prochain. Révision générale à Kaolack, occasion saisie par les enseignants pour rappeler aux candidats les interdits durant l'examen. Prosper Koli, coordonnateur départemental du MONEP, avec Fatumbo. Aujourd'hui, le MONEP également donc a réitéré cette activité avec les élèves de classe de 3e. Nous avons constaté que les mathématiques représentent la bête noire de ces élèves et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté à avoir donc un professeur de mathématiques qui a été très disponible. Si d'autres professeurs, un professeur d'anglais et également un professeur de français. Concernant le français, donc nous allons accentuer cette activité sur les œuvres au programme, mais également sur la démarche de la dissertation qui cause beaucoup de difficultés aux élèves. Donc nous leur recommandons vivement de respecter les consignes prescrites par la direction des examens et concours par rapport aux examens. Donc c'est tout à fait normal qu'un élève qui est en classe d'examen puisse à son niveau donc prendre ses dispositions bien avant de venir en classe. Et nous demandons également aux parents donc de nous aider en ce sens parce que ce qui s'est passé n'a pas été du tout facile donc à l'entente pour des élèves qui ont juste refuser de respecter à la limite des dispositions ou bien des consignes ou bien un règlement qui a été édicté par l'autorité administrative. RFM. L'actualité internationale. Le journal international. Bonjour Georges, bienvenue. Bonjour Barthélémy Ngom, merci. Burkina Faso d'abord, nouvelle attaque contre la ville de Djibo
Djibo, dans la province du Soum, plusieurs sites importants de la ville ont été visés mercredi. Le bureau de Médecins sans frontières a été la cible de tirs répétitifs, mais les équipes et les patients sont sains et saufs selon l'organisation. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité, chargée de gérer les aides alimentaires et approvisionner les sites, n'a pas été épargné. Le magasin a été incendié, le pylône d'une compagnie de téléphonie dynamité et hors service. Des tentes ont été incendié sur un site abritant les personnes déplacées internes. L'attaque s'est produite mercredi, donc on l'a dit, malgré des dégâts matériels importants. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Au Kenya, de nouvelles arrestations dans l'affaire du tueur en série de Mukuru. De nouveaux suspects, une évolution qui survient après la présentation de Collins Diamaisi Kalusha, accusé d'avoir assassiné 42 femmes. Lundi, la police avait présenté Collins Kalusha comme le principal suspect dans cette affaire sordide. Accusé de meurtres multiples, ses aveux sont cependant remis en question par son avocat qui affirme que ses confessions ont été obtenues sous la torture. Le mardi suivant, 2 autres individus ont été appréhendés dans le cadre de l'enquête. Amos Momani Magusu a été arrêté à la sortie d'un bar à Nairobi, tandis que Moses Ogembo, un résident de Mukuru, a été interpellé en possession de 154 téléphones portables appartenant aux victimes. Les investigations ont révélé que ces appareils avaient été achetés auprès de Collins Kalusha, le principal suspect. Cette découverte accentue les liens entre Kalusha et les autres suspects. Cependant, bien que Kalusha ait dénoncé des actes de torture pour obtenir ses aveux, le juge de la cour de Makadara a décidé mercredi d'étendre sa détention de 28 jours supplémentaires pour permettre à l'enquête de se poursuivre. Les autorités continuent de boucler la carrière de Mukuru, où les corps mutilés ont été découverts. Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur le fait que ces cadavres ont été abandonnés à seulement 100 mètres d'un bureau de police, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des forces de l'ordre et leur vigilance. L'affaire du tueur en série de Mukuru reste donc sous haute surveillance alors que le pays tente de faire la lumière sur ces crimes horribles et leurs implications. Au Kenya, toujours la Haute Cour a suspendu l'interdiction de manifester, une décision qui avait été prise par la police. Mamadou Omarba. Mercredi, la police avait pris cette décision en évoquant l'absence de leader qui rend difficile le maintien de la sécurité, ajoutant que les manifestations avaient été infiltrées par des criminels. Cette décision intervient après un mois de manifestations antigouvernementales au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées. D'autres manifestations étaient prévues jeudi dans la ville, mais elles n'ont pas eu lieu. Le centre-ville de Nairobi a été au cœur des manifestations organisées par les jeunes qui ont également eu lieu dans tout le pays. Les manifestations ont débuté contre des augmentations d'impôts impopulaires, mais après leur retraite, elles se sont élargies pour inclure des demandes de démission du président William Ruto. La Haute Cour a ensuite suspendu temporairement l'ordonnance dans l'attente de l'examen d'une plainte déposée par une organisation de défense des droits civils. L'interdiction a suscité l'indignation en ligne, certains faisant valoir que la police n'a pas de tel pouvoir. La loi kenyane ordonnant aux citoyens le droit de manifester. Une forte présence policière a été observée dans la capitale en prévision des manifestations. Mamadou Omarba, panne mondiale chez Microsoft. Une géante panne technique d'informatique qui a touché de nombreuses entreprises, notamment des compagnies aériennes qui ont suspendu leurs vols, des banques et des médias également, selon plusieurs informaticiens. Un problème lors d'une opération de mise à jour CrowdStrike et un antivirus utilisé par Microsoft serait à l'origine de la panne. Merci beaucoup Georges Dekediop, midi 25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Problématique du logement au Sénégal, quelle stratégie pour une maîtrise du coût du loyer? Rendez-vous avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Le prétexte, c'est les mesures donc annoncées hier en Conseil des ministres. Nous serons avec Momar Ndao, président de la CONAREL, la Commission nationale de régulation du loyer, et Massamba Ndiaye, secrétaire général de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal. RFM Sport. Le monsieur sport de ce midi, Malal Diagne Junior, bonjour.
Bonjour Barthélémy, nous démarrons la page des sports avec le basketball pour parler des finales de la Coupe du Maire de Dakar, des finales prévues demain samedi au stadium Marius Ndiaye. Chez les hommes, l'Union sportive de Ouakam fera face au Dakar Université Club. Chez les dames, l'AS Ville de Dakar va jouer contre l'équipe de Guédiawaye Basket Academy. Le coach de Guédiawaye Basket Academy, Malik Bachir Diop, était face à la presse ce matin. Il est revenu sur comment son équipe prépare cette finale, une première pour l'équipe de la banlieue qui joue une finale de la Coupe du Maire. Nous préparons cette finale comme une fête. Comme nous jouons une finale pour nous c'est une fête. Vous savez, nous avons de très jeunes joueuses qui viennent tout juste d'accéder en première division et qui jouent leur première finale de la Coupe du Maire, leur deuxième finale de cette année-ci. Nous allons faire un très bon match, Inch'Allah. Pourvu que Dieu nous donne vie jusqu'à demain, vous verrez un très grand match. D'autant plus que nous savons très bien que nous rencontrons la meilleure équipe du Sénégal et l'une des meilleures équipes d'Afrique, et à savoir le coach qui est l'un des meilleurs entraîneurs d'Afrique aussi. Tout ça, nous savons, nous avons pris en repérage et nous allons vers une très belle finale. Parlons à présent des Jeux paralympiques en France. Le Sénégal aura 4 représentants pour défendre ses couleurs. Le chef de mission du Comité national paralympique revient sur les objectifs fixés à ses athlètes, mais également sur comment ce comité compte bien préparer ces Jeux. Nous écoutons Yorognan, chargé de mission du Comité national paralympique. Le Sénégal sera bien représenté aux Jeux paralympiques avec 4 qualifiés, dont Idrissa Keita au para-taekwondo, Youssouf Diouf au para-athlétisme, lancer javelot, Alioune Dramé para-tir à l'arc et Edmond Sanka au para-canoë. Les préparations se passent bien depuis quelque temps. Les athlètes sont à fond dans les préparations pour une meilleure participation aux Jeux paralympiques de Paris. On ne part pas pour une simulation, pour une exhibition. On part pour compétir. C'est clair dans la tête de tout le monde. On n'est plus à l'ère où on partait juste pour partir. Les athlètes sont conscients de ça, les coachs sont conscients de ça, l'État aussi est conscient de ça, tout le monde est conscient de ça. Maintenant, on part pour au moins avoir les meilleures places, pourquoi pas même décrocher une ou des médailles. La lutte avec frappe, avec ce combat attendu ce week-end, ce dimanche à l'Arène nationale. Balla Gaye numéro 2 va affronter Tapha Tine de Bawol Mbolo, un combat monté par Alborar Productions et attendu par des milliers d'amateurs puisque Balla Gaye a promis de battre Tapha Tine pour une deuxième fois au moment où ce dernier a juré de prendre sa revanche sur le lion de Guédiawaye. Un combat donc à suivre en direct sur la radio RFM. De la lutte, nous passons aux régates de Saint-Louis prévues pour cette année le samedi 17 août prochain. Une date retenue d'un commun accord entre les différents acteurs de ces régates. Après moult problèmes, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a réussi à réunir tous les acteurs de ces régates autour de l'essentiel. Mansour Faye, que nous écoutons au micro de Ousseynou Diop. J'ai décidé, avec l'accompagnement des personnes de bonne volonté, pour essayer de réunir l'ensemble des acteurs pour une seule activité de régate, activité d'une très grande envergure et qui va porter le rayonnement de Saint-Louis à travers ces régates-là à un niveau international. Et à la suite de cette rencontre, toutes les parties se sont accordées pour qu'une seule activité de régate soit organisée le 17 août prochain. Cela a eu l'adhésion de tout le monde et une satisfaction générale. Mais surtout sous le sceau d'une nouvelle vision ou d'une nouvelle dynamique de la ligne de Saint-Louis. Voilà Barthélémy, cet élément de Ousseynou Diop met fin à cette page des sports. Merci beaucoup Malal Diane Junior. 94.0, la radio en puissance. Et nous reparlons de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et c'est parce que le président de la République a instruit Ousmane Sonko hier de faire très rapidement sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Pour nos analystes politiques, Bassirou Diomaye Faye a tranché en faveur des institutions de la République. Mohamed Ali Mouba. La voix de Bassirou Diomaye Faye a résonné au dernier Conseil des ministres. Et c'est pour encourager son Premier ministre à faire sa déclaration de politique générale devant les parlementaires. Une première. Mais pour le journaliste et analyste politique Papa Amadou Fall, c'est une suite logique. C'est une injonction que l'on peut qualifier de douce. Mais il n'en demeure pas moins que en demandant au Premier ministre Ousmane Sonko
d'aller faire sa déclaration de politique générale, le président de la République, Diomaye Faye, inscrit simplement dans une démarche que les Sénégalais connaissent déjà parce qu'il a eu à l'annoncer lors de sa rencontre avec la presse en disant « J'ai reçu le président de l'Assemblée nationale ». Et à partir de ce moment-là, l'on ne peut qu'applaudir que sa voix s'élève davantage, surtout en Conseil des ministres, pour dire au Premier ministre qu'il faut que vous y allez. Pour Demba Gueye, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de l'analyse du discours, le président Diomaye Faye, après avoir soutenu son Premier ministre, fait marche arrière. Il a tranché finalement en faveur de la République. Lors de sa dernière sortie, on l'a entendu donner raison au Premier ministre. Il disait qu'il allait faire sa DPG devant un jury populaire. Il semblait donner raison au Premier ministre. Et il était allé même plus loin en disant que le jury populaire aurait même plus de qualité que l'Assemblée nationale. Ce qui, à mon avis, est une erreur politique de communication parce que le président de la République, quand même, c'est lui le gardien de la Constitution. On ne peut pas comprendre et on ne peut pas accepter qu'il donne raison à quelqu'un qui pose des actes de nature à violer la Constitution. Donc c'est une erreur de communication. Je pense que cette déclaration suite au Conseil des ministres est une rectification qui vient à son heure. Une DPG donc en bonne et due forme devant les parlementaires, sans en donner l'air. Le président fixe le cap, met la pression à son Premier ministre qui devrait désormais s'y conformer. Et je pense qu'il vient de trancher. Il vient de trancher définitivement pour montrer qu'il est le gardien de la Constitution, il est au-dessus de la mêlée et les intérêts de l'État, les intérêts de la Constitution priment devant les intérêts partisans. Il dit indirectement que le Premier ministre a tort de dire qu'il ne ferait pas déclaration devant l'Assemblée nationale tant que cette Assemblée nationale n'aurait pas modifié son règlement intérieur. Bassirou Diomaye donc tranche en faveur de la Constitution qui enjoint le Premier ministre de faire sa DPG à l'Assemblée nationale. Mais pour l'heure, la date de ce face-à-face avec les députés reste encore inconnue. La presse de ce vendredi, on reste avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. DPG, le président presse son Premier ministre. Lentement mais sûrement, Ousmane Sonko s'approche de l'hémicycle, relève Bespi le jour. En Conseil des ministres d'hier, le confrère, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, je cite, de prendre toutes les dispositions en vue de la présentation prochaine de la déclaration de politique générale du gouvernement déjà disponible. Sud Quotidien note que pour n'avoir pas tenu sa DPG, son speech dans les 3 mois suivant sa nomination, Ousmane Sonko sort du lot des premiers ministres bons élèves. Aminata Touré, Amadou Ba, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Hadjibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye. Ousmane Sonko en mode de prolongation donc. Pendant ce temps, son compère Diomaye Faye accélère la cadence de la démaquisation. En Conseil des ministres, des dizaines de nominations. Biram Sen remplace Tienne de la Fall à la DGE. Le journaliste Mame Ngor Ngom prend désormais la tête du bureau de l'information et de la communication Big Gouv en ex-Big, Ngoudambou PCA, port autonome de Dakar, et Ousmane Diagne de la mafia Kati, promu PCA de FERA, le fonds d'entretien routier autonome. Dr Hadim Bamba Diagne, secrétaire permanent de Cospetrogaz, là sans conclut que Diomaye Sonko distribue des sucettes aux partisans et aux sympathisants. Selon le témoin, c'est le système patriote qui se met en place, sans doute pour répondre aux critiques sur la lenteur des nominations. Le président a procédé à la nomination d'une centaine de personnes, de directeurs généraux, de présidents de conseils d'administration et d'UDH, des ministères. Réumi Quotidien relève qu'avec les retards dans certaines nominations, les cadres de PASTEF traînent leur spleen, leur complainte, leur mélancolie. Oui, le retour sur investissement, ils attendent toujours. Le professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste, lui, facilitateur des assises de la justice, il est à la une de Besbi le jour, mais c'est une reprise de l'invité MNF de la 7TV. Le professeur Gueye vote pour un référendum. Il est pour, mais à condition que ce référendum soit engagé pour réduire les pouvoirs du président de la République du Sénégal. Il indique par ailleurs que la loi d'amnistie de mars dernier viole la constitution du Sénégal, précisant que la future Cour constitutionnelle pourrait bien l'invalider, et le constitutionnaliste plaide pour la mise en place de cette Cour qui a beaucoup d'avantages, entre autres une possibilité de saisine par le citoyen. Avec la succession des plus intenses dans le pays,
beaucoup de populations dans la dèche, relève le journal Le Quotidien. Inondation de Touba à Kaffrine, plusieurs quartiers sous les eaux. 2 enfants qui meurent noyés à Kolda, Dakar sous la hantise des inondations. Commentaire de sucré salé du journal Le Quotidien. Passé entre les gouttes, la pluie s'annonce abondante pour l'hivernage qui s'installe. Une bonne chose pour les paysans et pour les cultures et une très bonne chose pour les finances publiques dont on sait qu'elles sont fortement tributaires du secteur primaire au Sénégal. C'est dire, note le journal, que tout est mis en place pour que le gouvernement réussisse ses premiers pas dans la gestion de l'État. Il ne restera à Diomaye Faye et à son compère Koroma qu'à prier pour passer avec brio entre les grosses gouttes de pluie que nous promet le ciel sans risque d'inondation, en particulier dans les quartiers fondeurs de la capitale. À la une du journal Le Soleil, l'accès au logement au Sénégal, loyer, SICAP, SNHLM, foncier, le président pose les fondations. Il s'agira de faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction de logements sociaux, le renforcement aussi de la SICAP et de la SNHLM préconisé, simplifier davantage l'obtention du permis de construire. Le journal Le Quotidien note en tout cas que Diomaye, de ce point de vue, poursuit les fondations de Macky dans le cadre de la politique de logements sociaux. Le commentateur du journal en profite pour s'intéresser au Oubidek, symbole selon lui manifeste de démagogie et d'impunité. Le journal note que le phénomène Oubidek qui s'est produit entre dimanche 14 et 15 juillet sur un site abritant un programme d'habitat sociaux dans la zone du lac Rose aura révélé tout le mal que produisent une désinformation coupable et une démagogie reine dans tous les secteurs de la vie publique. Pour des questions aussi sensibles que le logement, ce pays aura enfanté des gens qui pensent qu'ils sont libres de piller, squatter et occuper des domiciles parce qu'ils ont besoin de refuge et ne trouvent pas d'option. Le journal relève, il est totalement compréhensible que des populations veulent se loger et demandent à leur État un soutien afin d'avoir un toit et à mettre à l'abri leurs proches. Il est aussi du devoir de l'État de trouver les meilleures options possibles pour offrir les facilités à tous concitoyens de réaliser un tel rêve. Cependant, il serait regrettable de laisser prospérer une anarchie qui ferait fi du respect de la propriété et ferait de la violence le mode d'expression de tout grief. On n'est pas donc à l'abri de connaître du chaos sur la situation au lac Rose avec les sites de Oubidek venait à se répéter dans d'autres recoins du pays. Cette première situation est une alerte sérieuse. Il faudra en prendre une sérieuse mesure. Toute dynamique populiste et démagogique ne mènera qu'au naufrage collectif dans un pays où le foncier est le premier facteur de tension. Aujourd'hui, ce sont des maisons qui sont envahies. Peut-être que demain, ce seront des étrangers qui seront chassés de leur domicile pour loger des autochtones où leurs biens et propriétés seront spoliés pour donner du travail ou à manger à des compatriotes. Un discours xénophobe a pu se faire un lit et une démagogie entretenue en haut lieu ne pourra être combattu en non-temps éclair malgré toutes les formes de repentance de ses promoteurs d'antan. Et puis sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien, Kylian Mbappé qui est désormais au Real Madrid. Il fait partie de l'attaque. Quelle place justement pour Kylian s'interroge le journal. Ancelotti va devoir trouver donc le meilleur schéma pour incorporer l'attaquant français afin de ne pas déstabiliser son équipe. Bon l'été à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Problématique du logement au Sénégal, quelle stratégie pour une maîtrise du coût du loyer? Avec nos 2 intervenants, donc, nous évoquons ce sujet, le prétexte, les mesures annoncées hier en Conseil des ministres. Nous sommes avec Momar Ndao. Monsieur Ndao, bonjour. Oui, bonjour. Président de la CONAREL, la Commission nationale de régulation du loyer. Nous sommes également avec Massamba Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, Ndiogo. Barthélémy. Barthélémy, comment allez-vous? Ça va, merci, monsieur Ndiaye. Secrétaire général de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal. Je donne la parole d'abord à Momar Ndao. Momar Ndao, au cœur des préoccupations urbaines au Sénégal, se trouve une crise de logement qui ne cesse de s'aggraver et la situation devient de plus en plus alarmante. Vous, de la CONAREL, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous voyez déjà des pistes de solutions? Ah oui, tout à fait. Il y a des pistes de solutions malgré la gravité de la situation. Parce que si vous avez vu que des centaines de personnes sont allées occuper des maisons qui sont en finition dans le cadre des 100 000 logements, c'est que la situation est extrêmement sérieuse. Et nous saluons cette décision donc des autorités d'aller dans le sens de trouver une formule qui permet de faire avancer les choses. Il y a 2 solutions qu'il faut faire. La première, c'est la régulation donc du loyer.
Il y a une commission de régulation qui a été créée. Malheureusement, nous n'avons pas encore de budget. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons juste des avances de trésorerie. Ça veut dire réguler le loyer, c'est-à-dire protéger les intérêts des bailleurs et les intérêts des locataires. La première chose. La deuxième chose, c'est offrir plus de logements sociaux. Parce que l'État avait mis en place des sociétés immobilières telles que la SICAP, SNHLM, etc. Mais aujourd'hui, ces sociétés immobilières sont plus dans le logement de grand standing, donc réservé à une clientèle d'élite plutôt que dans le logement social. Et le chef de l'État hier en Conseil des ministres a évoqué, le chef de l'État même hier en Conseil des ministres a évoqué la nécessité de renforcer la SICAP et la SNHLM. Exactement, non seulement les renforcer, mais les réorienter vers l'offre de logement social. Parce que la plupart des Sénégalais n'ont pas les moyens financiers qui leur permettent d'accéder à un logement décent à moindre coût. Donc, grande orientation vers la promotion donc, du logement décent à moindre coût, en utilisant donc les sociétés telles que la SICA, la SNHLM, et aussi offrir aussi des logements qui sont que pour la location. C'est-à-dire l'État doit être aussi aujourd'hui un payeur en disant je crée des logements qui sont destinés uniquement à la location et qui va permettre d'augmenter l'offre de location et de permettre de soulager les ménages. Les ménages. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Ndao. Massamba Ndiaye, les difficultés que rencontrent certains ménages pour accéder à un logement proviennent à la fois d'une offre insuffisante de logement, Monsieur Ndao l'a relevé tout à l'heure, logement socialement accessible bien sûr, d'un manque de solvabilité des ménages surtout, et c'est là où se trouve le problème. Aujourd'hui, on juge que la location est chère par rapport aux revenus des ménages. Effectivement, Barthélémy, je salue au passage le président Momar Ndao, avec qui on a eu à travailler pendant plusieurs années avec les différents ministres du commerce intérieur et des directions. Et toutes les autorités qui ont eu affaire avec la location. La réalité, elle est là. Hein. C'est la loi du marché entre l'offre et la demande. Cette difficulté, elle est réelle, elle est existante. Et je pense que pour trouver une solution définitive, il faut une réforme de fond. Ce que nous, en tant qu'experts, nous avons toujours appelé les 3 F. C'est-à-dire la réforme du foncier, du financement et de la fiscalité. Foncier, foncier, financement, fiscalité. Qui sont non négligeables pour régler définitivement le problème du logement au Sénégal. Et aussi avoir des stratégies basées sur des études approfondies, telles que l'a précisé M. Momar Ndao, sur les logements sociaux. Il y a des stratégies de location, d'habitation à usage locatif, à but social, que le gouvernement pourrait mettre en place avec les différents promoteurs qui sont prêts à investir dans le secteur pour pouvoir diversifier et équilibrer le marché. Ce sont les seules options que nous avons actuellement au Sénégal pour pouvoir régler définitivement ce problème. Parce que vous avez constaté par vous-même qu'après la loi 2014 sur la baisse du loyer, il n'y a pas eu d'impact. Après la loi 2022-2023, c'est la même chose. Au contraire, le marché est devenu beaucoup plus élevé et beaucoup plus serré. La location est devenue beaucoup chère. Et ce que nous constatons récemment, ce qui s'est passé à Bambilor, prouve la souffrance des Sénégalais, des ménages sénégalais en matière de logement. Je pense que au-delà du renforcement de la SICAP et de la SNHLM, le gouvernement devait travailler avec la CONAREL, bien sûr, qui a été déjà installée, et renforcer cette structure qui est la CONAREL. Monsieur Ndao connaît comment nous nous sommes battus pour en arriver là. Maintenant, il faut le mettre en place, l'ajuster et le permettre de fonctionner normalement. Les experts sont là, ils peuvent donner des solutions. Les solutions sont là. Il y a des aménagements qui sont possibles en matière de logements sociaux. Donc, il faudra une concertation nationale autour du sujet.
Alors, il faudra donc une concertation nationale, un dialogue inclusif, M. Ndiaye. Alors, Momar Ndao, c'est vrai que M. Ndiaye l'a évoqué tout à l'heure. Il y a eu une loi sur la baisse du coût du loyer au Sénégal, une loi qui n'a pas eu l'effet escompté, si je peux me le permettre. Aujourd'hui, vous, consommateurs, vous activez dans le secteur de la location, bien sûr. Certainement, on vous remonte beaucoup d'informations concernant cette situation, cette cherté du loyer au Sénégal. En retour, en fonction des informations à votre disposition, est-ce qu'il vous arrive des fois d'établir un cahier de propositions à remettre aux autorités pour arriver à régler cette situation? Ah oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, la grande problématique d'abord, c'est par rapport à la régulation, c'est le respect de la réglementation. Déjà, nous travaillons dans le sens du respect de la réglementation, mais nous avons des compétences qui sont limitées, des compétences qui sont dévolues au juge des loyers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut nécessairement réviser certains textes pour faciliter de traiter les litiges qui opposent les bailleurs et les locataires. Parce qu'au niveau du tribunal, il y a une surcharge, et en plus de cela, cela dure très très longtemps et n'arrange ni le bailleur ni le locataire. Donc, simplification des procédures qui devraient être données au tribunal, qu'on les ramène à la Commission nationale de régulation. Autre chose aussi, veiller à ce qu'il y ait une plus grande application de la réglementation. Je pense que si on le fait, cela va permettre aux bailleurs de se retrouver et aux locataires de se retrouver. Et il y a aussi la question des intermédiaires, les courtiers, si je voilà. peux. Oui. Alors, ça aussi c'est un problème. Le travail qui est programmé au niveau de la CONAREL, nous avons commencé à réfléchir sur la modification des textes. Vous savez, nous avons travaillé avec M. Mbaye, d'ailleurs, il faisait partie de la commission technique. Nous avons travaillé sur un projet de texte relatif aux différents acteurs de l'immobilier. Disons, parce que c'est un texte qui avait été abrogé en 1994 avec la libéralisation, mais que nous avons remis sur le chantier et qui permet de définir les différentes obligations et les différents avantages pour à la fois les courtiers, les agents immobiliers, les bailleurs, etc. Et cette régulation, par la mise en œuvre de ce texte, permettrait aussi de pouvoir mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe au niveau du loyer, du logement en général. En tout cas, merci beaucoup, M. Ndao. Le Premier ministre, le Président plutôt, a demandé au Premier ministre d'organiser dans les prochains jours un conseil interministériel sur le logement. Merci beaucoup, M. Ndao. M. Ndiaye, je termine avec vous sur cette problématique liée aux intermédiaires, les courtiers en quelque sorte, parce que il y a des gens qui vous disent qu'à la place, ils vous demandent parfois 4 mois de caution, ce qui n'est pas dit dans la loi. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'organiser des séances ou alors est-ce que vous avez identifié les courtiers avec qui vous travaillez? Oui, vous savez, la FASIS est dans ce siège depuis fort longtemps, depuis sa création, de la formation et de la lecture et de la maîtrise des textes de loi qui régit le métier de l'agent immobilier. Nous avons même eu à proposer à mettre en place une agence de régulation des métiers de l'immobilier. Donc avec lequel nous avons travaillé avec l'autorité et plusieurs experts dans ce domaine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut juste faire la part des choses entre la communication qui est dite et la communication qui est existante. Il y a une forme de communication que moi je vais appeler une mauvaise communication, c'est-à-dire les gens ont l'habitude de dire que les courtiers demandent 4 mois. Ce qui est clair, c'est qu'il faut le dire maintenant haut et fort. Un courtier n'a pas l'aptitude, ni la possibilité, ni la capacité de demander autant de caution, 4 mois de caution, 3 mois de caution. Les cautions est un dépôt de garantie qui est demandé par le bailleur et qui est régi par le code des obligations civiles et commerciales. Ça s'arrête à combien de mois? Le cautionnement est à 2 mois. 2 mois. Maintenant, avec la nouvelle réforme de 2023, l'État a revu les textes et a proposé la mise en place du cautionnement à 2 mois, mais libéré comme tel, c'est-à-dire 1 mois de caution donné à la signature du contrat et l'autre mois servi sur la base de 12 mois, qui sera étalé sur 12 mois. Donc ce qui fera les 2 mois de caution, qui n'a rien à voir avec le loyer. Ce qu'il faut comprendre, parce que les conditions classiques, d'habitude, c'est
1 mois de caution ou 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Ce que les gens appellent communément les 3 mois de caution, les 4 mois de caution. Donc, il faut une communication très claire sur les conditions d'acquisition qui permettra à tout un chacun de savoir ses droits et ses devoirs. Oui, est-ce que ce sera facile? La loi est-ce que monsieur Ndiaye, donc 1 mois à la... Monsieur Ndiaye, est-ce que ce sera facile? Parce que parfois, on voit des gens, un groupe de jeunes qui se lèvent du jour au lendemain et qui se réclament courtier. Ceci n'est pas normal. Raison pour laquelle la FACIS, depuis sa création, a organisé des formations, bien entendu, avec les instituts comme l'ISEP de Thiès, pour inciter les jeunes à se former dans le métier de l'immobilier. La FACIS en elle-même, dans ses structures, a organisé plusieurs séances de formation de ces jeunes courtiers qui, disons-le, qui sont des entrepreneurs, qui ne sont basés sur aucune ressource financière, qui n'ont bénéficié d'aucune subvention, mais qui sont aujourd'hui intégrés dans un métier qui est porteur de revenus. Donc la FACIS se devait de les accompagner. Maintenant, l'État doit venir en amont pour permettre à la FACIS de bien former ses membres, de leur permettre de bien travailler, de gagner dignement leur vie et dans les règles de l'art. D'accord. Merci beaucoup Massamba Ndiaye, merci. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Massamba Ndiaye, secrétaire général de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal, FACIS. Merci également à Momar Ndao, président de la CONAREL, la Commission nationale de régulation du loyer. C'était point de vue donc qui a mis fin à ce midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Maïssa Mbaye, réalisation Eladji Ndiogou Diène, chef d'édition Awa Mbaye. Eladji Ndiogou sera là dans moins de 8 minutes à 13h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la